Dimitri Pavlenko. 8h41, et si la guerre était déjà chez nous, alors pas sous sa forme militaire bien sûr, mais dans un choc de prix d'une violence inouïe, gaz, pétrole, matières premières, les cours s'envolent, les marchés s'affolent, les capitaux fuient l'Europe depuis une semaine, et ce qui fait fondre l'euro face au dollar. Est-ce qu'on pourra se chauffer correctement l'hiver prochain? On court tout droit au rationnement. Je ne pensais pas un jour devoir dire ça au micro d'Europe 1. Peut-être en avions-nous un avant-goût avec l'inflation qui pesait lourd quand même déjà depuis quelques mois, mais tout s'est considérablement accéléré depuis le début de la guerre en Ukraine. La crise énergétique est là. Et plus grave encore, la crise alimentaire qui vient, non pas en France, mais un peu partout dans le monde. Guerre en Ukraine, jour 13, et nous sommes à 33 jours du premier tour. On en parle avec Bruno Jeudi, éditorialiste politique, rédacteur en chef à Paris Match. Bonjour Bruno. Bonjour Dimitri. Adrien Matou, journaliste à Marine, est avec nous aussi. Bonjour Adrien. Bonjour à tous. Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion. Bonjour Dimitri. Bonjour Emmanuel. Bon, je vous ai un peu tous fait flipper avec mon lancement, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Emmanuel, vous êtes une spécialiste de l'agriculture dans votre journal L'Opinion. Vous avez signé un papier assez alarmant hier sur la flambée des cours du blé, des cours des céréales. Le blé notamment, 400 € la tonne. Il a pris, j'ai regardé, 120 € en l'espace d'une semaine. C'est rare quand même d'avoir de telles embardées de marché. Rappelons que la Russie et l'Ukraine, ce sont 30% des exportations mondiales. Voilà, deux pays qui ont disparu du marché depuis 15 jours. Quelles conséquences cela va-t-il avoir? Ils ont disparu quasiment du jour au lendemain, parce que même s'il reste on est en fin de campagne, la récolte elle a eu lieu en juillet, août dernier, donc il reste peut-être du blé dans les silos, mais les bateaux... Donc on est à la soudure, comme on disait. Voilà, avant. Enfin, pas tout à fait encore, mais les bateaux ne partent plus, les ports sont minés, donc il n'y a plus rien qui transite par la mer Noire. Et les conséquences, c'est que tous les pays qui dépendent de ce blé russe et de ce blé ukrainien, c'est-à-dire une bonne partie du pourtour méditerranéen, une partie du Moyen-Orient, une partie de l'Afrique, se retrouvent sans fournisseurs. C'est-à-dire qu'il y a d'autres fournisseurs sur le marché, mais ils ont déjà leurs clients, et de toute façon, les volumes ne seront pas suffisants pour compenser 30% des échanges mondiaux. C'est vraiment énorme. Et là, on est un peu coincé parce que la prochaine récolte, elle est encore en terre, là. Elle ne sera pas récoltée avant juillet pour le blé d'hiver. Donc ça veut dire qu'on a devant nous des moments très compliqués. Il y a peu de matières premières disponibles sur les marchés, et elle est à un prix absolument délirant, puisque 400 € la tonne de blé, c'est du jamais vu historiquement. On n'a jamais vu quelque chose comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le blé, pour nous, c'est un peu subsidiaire dans notre alimentation. On peut se nourrir d'autres choses. Dans beaucoup de pays, c'est la base de l'alimentation, et c'est surtout un quart de la ration alimentaire mondiale en termes de calories. Donc on n'est pas sur du détail, on est sur quelque chose d'absolument central, et c'est pareil pour les autres céréales. Alors quand on parle d'agriculture, en plus, il faut mondialiser un peu la conversation. Et là, on voit que c'est intéressant parce que des pays d'Europe, la Pologne, la Hongrie disent aujourd'hui, nous, on va garder notre blé. On l'exportera pas, même si on a un surplus. Ça va passer par une décision de la Commission européenne. Bon, c'est un peu compliqué, mais l'Argentine songe à faire ça. Sans parler aussi, on en parle moins, mais du choc climatique. La Chine, par exemple, a vécu une année agricole extrêmement difficile. 2021 avait déjà été une année très, très compliquée. Et là, elle a prévenu que peut-être cette année, comme l'hiver a été très mauvais, très pluvieux, elle allait probablement devoir renoncer à 20% de sa production de blé. Alors la Chine, c'est le premier producteur mondial, mais c'est quand même un pays qui importe parce qu'il n'est pas autosuffisant. Ça veut dire qu'il va y avoir une demande, un appel d'air aussi en Chine sur des gros volumes. Alors ce qu'on sait, c'est que la Russie et la Chine ont noué des accords commerciaux qui avaient des restrictions ces dernières semaines qui ont sauté. Donc le blé russe va partir probablement en Chine, mais il va rester quand même des problèmes pour le reste de la planète. Alors la question, c'est qu'est-ce que va faire l'Europe? La France, c'est 30 millions de production de blé par an. 30 millions de tonnes. 30 millions de tonnes, pardon. La moitié est exportée, et on était en train de dire la semaine dernière au Salon de l'Agriculture, un peu partout, il faut que l'Europe prenne sa part, qu'elle augmente sa production, pas forcément pour elle-même, parce qu'elle n'est pas en situation de déficit, mais pour assurer la paix sociale dans le bassin méditerranéen. Parce que quand il commence à y avoir des émeutes de la faim en Algérie, en Tunisie, au Maroc, où en plus il y a une énorme sécheresse, ce sont des flux migratoires quasiment immédiats. Donc est-ce qu'on peut se permettre de gérer en plus une crise migratoire, en plus de la guerre en Ukraine? Ce sont des déstabilisations énormes qui sont devant nous si on ne réagit pas. Mais la capacité de réaction, elle est assez limitée à court terme. Alors, on commence à s'en souvenir, mais en 2008, on avait connu une année agricole extrêmement difficile, et on commence à se souvenir que les crises agricoles sont les révolutions du lendemain. Cette crise agricole de 2008 est réputée avoir une incidence sur les révolutions arabes en 2011. Est-ce que la guerre en Ukraine, aujourd'hui, ce sont les révolutions de demain? Voilà la question, Adrien Matou. Et à bien des égards, on se demande si ce que vient de nous dire Emmanuel à propos des prix agricoles n'est pas plus grave encore que la flambée du gaz et du pétrole, qui a un impact sur notre pouvoir d'achat. Mais nous, il n'y a pas un enjeu alimentaire derrière.
J'allais vous en parler parce que quand même la crise de l'énergie, c'est quand même pas à négliger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu alimentaire comme vous le dites, mais l'enjeu de se chauffer, l'enjeu de s'éclairer, c'est quand même très important. Alors, j'aurais envie de dire ça remet le pouvoir d'achat au cœur de la campagne présidentielle. En réalité, le pouvoir d'achat est toujours au cœur de toutes les présidentielles. Oui. L'enjeu est multiplié par 10, quoi. Voilà, je pense qu'on va beaucoup entendre le pouvoir d'achat revient en tête des préoccupations. Le pouvoir d'achat a toujours été en tête des préoccupations des Français. C'est toujours le cas. Ce qui va être intéressant d'observer, c'est les logiques économiques à l'œuvre dans les propositions des candidats. On a déjà vu Bruno Le Maire et Emmanuel Macron. Alors, ils sont pas dans une logique totalement libérale parce qu'ils prennent quand même des mesures. C'est le chèque, l'État nounou. Voilà. Que fait l'État combien pas totalement. Quel montant va-t-il mettre sur mon chèque? Eux, ils ont une logique où l'État sort le chèque pour compenser, même si à long terme on garde la logique. Et vous avez quand même vu Bruno Le Maire demander aux Français de faire des économies d'énergie. Et après, vous allez avoir des logiques qui sont plus interventionnistes que cela, où on demande soit la baisse de la TVA, soit le blocage des prix. Il y a certains candidats de gauche qui demandent aussi le fait que le minimum vital soit gratuit en matière d'énergie. Donc on va voir. Au moins, moi je suis un petit peu content sur ça, c'est un peu affreux de dire ça, mais je suis un peu content de voir qu'il y a plusieurs logiques économiques qui vont s'opposer et qu'on va peut-être voir au moins un débat idéologique sur le sujet. Bruno, je dis, alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron, c'est d'ailleurs les seules annonces pratiquement qu'il a faites hier lors de son déplacement à Poissy en matière de pouvoir d'achat. Je les cite: un chèque carburant, peut-être un second chèque inflation, la prolongation du gel des tarifs du gaz jusqu'à la fin de l'année, et puis alors des mesures un petit peu annexes, mais du même ordre, développer les plans d'intéressement dans les entreprises, etc., etc. La logique du pouvoir d'achat, le thème du pouvoir d'achat va demeurer absolument central, avec en plus cette idée que l'État doit protéger absolument les Français. À aucun moment on envisage de laisser faire les choses, quoi. C'est-à-dire, oui, les prix vont grimper et ça va faire mal, quoi. Je pense qu'hier soir, il a anticipé sans doute l'évolution de cette courte campagne qui va se centrer sur le dernier mois sur exclusivement, non pas seulement le pouvoir d'achat, mais les conséquences de la guerre en Ukraine sur le pouvoir d'achat des Français. Les prix alimentaires, Emmanuel vient d'en parler, la crise de l'énergie, évidemment, avec un baril du pétrole qui est passé de 90 à 145 € et qui va s'envoler irrémédiablement dans les semaines qui viennent. C'est le prix du carburant à 2,50 probablement à l'été, et avec la question centrale qui va être: est-ce qu'on peut encore prendre sa voiture pour certains Français? Donc Emmanuel Macron, à mon avis, hier soir, il a commencé à anticiper ce que les autres candidats auraient dû déjà faire, à mon avis, c'est-à-dire ramener dardard la question sur le prix, exploiter peut-être aussi les failles ou pas, chacun appréciera de la stratégie du gouvernement sur la question du pouvoir d'achat. Là, on a vu un candidat copycat quand même hier, dans le sens où quand il annonce la suppression de la redevance audiovisuelle, en disant finalement c'est la suite logique de la suppression de la taxe d'habitation. Voilà, rien de neuf sous le soleil quand même. Oui, d'abord c'est 138 €, c'est un gros plein pour quelques Français. Il faut savoir que c'est une mesure qui coûte 4 milliards. Il y a déjà à peu près la moitié des Français qui en sont exonérés. Mais c'est pas grave, c'est une annonce, c'est s'inscrire, à mon avis, dans cette question. Au fond, Emmanuel Macron rentre en campagne, il n'y aura pas beaucoup elle va être courte sa campagne, il va pas annoncer grand chose, ça va être une forme de continuité, et donc il va se concentrer sur cette question-là, et il anticipe parce qu'il sait que ses adversaires qui n'arrivent pas à trouver de prise vont essayer de l'attraper là-dessus. Alors, ce qui était quand même intéressant derrière ça, c'est qu'on avait un mélange du président et du candidat, parce que quand vous dites un nouveau chèque essence, ça c'est le président. Quand vous dites la redevance, ça c'est le candidat. Il y a des mesures à effet après son éventuelle réaction, et puis il y a des mesures dont il annonce que c'est tout de suite. Donc avec ce mélange, ou cet habile mélange des genres, il espère faire la jointure jusqu'à sa réélection supposée. Vous avez parlé de ce pic du prix du pétrole hier matin, et là on s'est souvenu que le record historique c'était 2008, 147,50 $. Alors les économistes nous rappellent quand même qu'entre-temps il s'est déroulé 15 ans, qu'il y a eu un petit peu d'inflation depuis, et que 147,50 $ de 2008, c'est 222 $ d'aujourd'hui. Autrement dit, il y en a encore sous le pied en termes d'augmentation du prix du baril. Est-ce qu'on ne pourrait pas généraliser finalement, de dire que le thème de ces 33 jours de campagne qui sont devant nous, Emmanuel Ducrot, c'est la protection? Parce qu'il est aussi question de renforcement des budgets militaires, de plus de souveraineté, restauration de l'indépendance de notre économie. Tout ça fédère autour de ce thème global de la protection d'une certaine manière. C'est exactement ça. C'est comment est-ce qu'un pays dans une tourmente mondiale arrive à avoir des pieds solides. Il y a un pied militaire, on le voit, mais l'énergie est un deuxième pied.
et l'alimentation en est un troisième. Et ils sont interdépendants au moins pour 2 d'entre eux. Oui, et on se rend compte aussi que dans une période de paix, d'Europe qui fonctionnait bon an, mal an, cas un cas, on a un peu laissé tomber tout ça. On a un peu ces préoccupations qui sont quand même absolument centrales, parce que se nourrir, c'est 3 fois par jour et c'est une réalité physiologique. Je veux dire, on peut faire ce qu'on veut, ça continuera d'exister. On survit à 2 fois par jour. On survit à 2 fois par jour, oui, c'est vrai. Mais enfin, je veux dire, il faut quand même manger tous les jours. Et cette réalité-là, elle était tellement évidente pour nous tous qu'on a oublié que c'était quelque chose qu'on devait cultiver et protéger. Et les plans européens de stratégie agricole montraient qu'on avait complètement lâché la barre là-dessus. Oui. C'est-à-dire que les stratégies, par exemple, de Green Deal Farm to Fork, qui a des très bons côtés, se soucier des aspects environnementaux de l'agriculture. Donc c'est le grand plan européen. Voilà, c'est le grand plan européen, c'est la déclinaison agricole et de l'économie en général. Donc c'est une excellente chose de se soucier des aspects environnementaux de l'agriculture, mais on voit que ça se traduit par des baisses de production très importantes, de l'ordre de 20% dans les céréales. Alors là, dans le contexte actuel, ça paraît complètement délirant, et surtout d'importation de partout ailleurs dans le monde. Donc là, on se rend compte que cette logique-là, elle a du plomb dans l'aile. Elle n'est absolument plus tenable. Oui, donc on va sans doute revoir les plans. Alors, il y a déjà des plans qui sont en train d'être revus. Par exemple, là, pour la PAC 2023, il y a 4% de jachère qui étaient prévus. On sait déjà que ces 4% de jachère, c'est en train d'être négocié, mais dans le climat actuel, ce serait complètement inconséquent de les garder. Et pour la suite, ça va probablement secouer tous les plans européens de la Commission. Ouais. C'est bien d'avoir des spécialistes autour de la table, parce qu'on rentre dans les détails et on voit les choses. Alors, il y a plein d'économistes d'ailleurs, plein d'éditorialistes qui vous disent aussi peut-être que cette guerre en Ukraine va mettre un terme à la deuxième grande phase de mondialisation, la première s'étant arrêtée en 1914, et ça bat totalement en brèche cette idée que plus il y a d'échanges économiques entre 2 pays, moins il y a de chances qu'ils se fassent la guerre. Et là, on voit bien que c'est en train de peut-être être battu en brèche. Ça dépend pourquoi. Parce que le blé, par exemple, c'est un produit qui est intrinsèquement échangeable. On fait du blé entre, en gros, le 25e et le 50e degré de latitude. En dessous, on peut pas. En dessous, on peut pas vraiment. On peut pas du tout. Donc, en fait, il y a des pays qui ne peuvent structurellement pas produire de blé. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est pas qu'on les a asphyxiés, c'est qu'ils ne peuvent pas. Donc, en fait, il y a quand même des échanges qui doivent rester. Bien sûr, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le doux commerce n'est absolument pas un gage de paix comme on le croyait. Adrien Matou, votre expertise à vous, c'est plutôt de la couverture de la gauche. Comment on se positionne à gauche sur la guerre, sur ses conséquences, sur le renouveau d'un discours protectionniste décliné, que ce soit pour l'alimentation, pour l'énergie, pour la défense? Qu'est-ce qu'on en dit à ce stade ? C'est une grande difficulté parce que la gauche, depuis pas mal d'années, a une difficulté à penser les relations internationales pour tout un tas de raisons, notamment parce qu'il y a une difficulté à aborder le rôle de la nation et le rôle de l'intérêt national qui est au cœur de la géopolitique. Et ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Bon, je ne vais pas être trop long, mais je pense qu'il y a 3 courants qui se distinguent. Vous avez un courant plutôt centre-gauche qui va être très occidentaliste, atlantiste, qui va être attaché à l'OTAN, attaché à l'Europe. On peut le voir avec les positions d'Anne Hidalgo, même de Yannick Jadot en ce moment. Vous avez un courant qui va être plus de gauche radicale, tiers-mondiste, mais qui a pas vraiment une doctrine très définie. On va beaucoup insister sur l'accueil des réfugiés, la paix, mais sans avoir une doctrine extrêmement construite. Et vous avez une troisième tendance qui est davantage incarné par Jean-Luc Mélenchon, qui va tenter de défendre une diplomatie dite non alignée, qui dit s'inspirer du gaullisme et qui en gros va dire la France doit changer d'alliance, ne plus être alignée sur les États-Unis et jouer le rôle d'une puissance moyenne indépendante qui joue des intérêts des uns et des autres. Il a évoqué dimanche cette idée d'une alliance alternative à l'OTAN, mais alors il met qui dans cette alliance alternative ? Alors le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon est un petit peu mis en difficulté parce qu'il est accusé à tort ou à raison d'avoir trop défendu la Russie et Vladimir Poutine, et tous les candidats de gauche ou de droite qui ont été dans cette posture-là sont mis en difficulté par l'attitude de la Russie. Et alors sur la question des alliances, en réalité, dans cette optique, il n'y a pas vraiment d'alliance. C'est-à-dire que on dit s'inspirer du général de Gaulle, encore une fois, on dit la France ne va pas s'inscrire dans des alliances stables et avoir toujours les mêmes partenaires, elle va appréhender les situations. C'est la phrase, on a un petit verre mais on peut trinquer avec tout le monde en fait. Selon les situations, on va se rapprocher ou s'éloigner des puissances. Voilà. Après, cette doctrine ne s'éprouve que face aux faits. Et des alliances de circonstances. Est-ce que Bruno, vous, en tant qu'observateur de la vie politique, vous sentez déjà le regard des Français bouger à la lumière de cette guerre en Ukraine à l'égard des candidats à l'élection présidentielle? On a beaucoup reproché le fait à Éric Zemmour, ses déclarations sur Vladimir Poutine il y a quelques temps. Est-ce que vraiment à ce stade-là, ça infuse ce thème-là?
Pour l'instant, oui, c'est un petit peu infusé, mais je ne sais pas si ce sera encore le cas dans un mois. Ouais. On voit bien. Alors, c'est vrai que c'est la volatilité de l'opinion. Voilà, parmi les candidats pro-russes, c'est incontestable qu'il y en a un qui a pris la foudre. Peut-être qu'il a pris la foudre pour les autres. D'ailleurs, c'est Éric Zemmour. Mais est-ce que ça va être durable sur le court mois de campagne ? Ce n'est pas certain. Ça va aussi dépendre des thèmes qui vont émerger sur cette dernière ligne droite. Ce qui est certain, c'est que ça profite totalement à Emmanuel Macron qui s'envole dans les sondages. C'est le réflexe légitimiste, ça lui profite. Je trouve que Jean-Luc Mélenchon tire son épingle du jeu, et même s'il a pu avoir par le passé des positions pro-russes, pour l'instant, il y a une espèce d'effet quand même vote utile qui se met en place. Est-ce que ça va lui permettre de progresser encore ? En tous les cas, pour l'instant, dans l'opinion de gauche, ça ne lui est pas reprocher tant que ça. Ouais. Tiens, ultime information, les États-Unis songent à ouvrir des discussions avec le Venezuela pour la levée de l'embargo sur le pétrole. Carte géopolitique bouge à vitesse grand V à la lumière de cette crise. Merci à tous les trois. Emmanuel Ducrot de l'Opinion, Adrien Matou de Marianne et Bruno Jeudi de Paris Match. Bonjour Philippe